Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et vous m'avez envoyé énormément de choses très intéressantes. Et j'ai eu de très belles surprises. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je me contente pas seulement de déballer les composants. Je vous les présente rapidement et je vous parle un petit peu de ces composants. Je profite de cette intro pour faire une petite annonce. Vous l'avez vu, je n'ai pas fait de parloir hardware cette semaine parce que j'ai pas énormément de temps à consacrer pour ça. Parce que j'ai pris beaucoup de retard sur les vidéos de tests que je veux vous proposer. Donc je vais vraiment essayer d'avancer plus sur mes tests et mettre un petit peu de côté les parloirs hardware pendant quelques temps. Parce que vraiment, j'ai des tests de matériel rétro qui vont être très intéressants, qui vont arriver prochainement et j'ai vraiment envie d'avancer là-dessus. Allez, ça suffira pour cette introduction, on passe au premier colis. On commence par le tout premier colis qui me vient de Geronimo. Il a tout bien protégé, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses différentes, on va voir ce qui se cache là-dedans. On commence par une carte son Sound Blaster, Sound Blaster qui est une gamme de cartes son qui est tout simplement une référence. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en PCI Express, toutes les cartes son que je possède, elles sont tout simplement en PCI tout court. C'est donc plutôt intéressant si on a envie de faire une machine plus moderne qu'avec les cartes PCI. Même si on a déjà une carte son qui est intégrée à la carte mère, généralement les cartes son telles que celle-ci permettent d'avoir une meilleure qualité audio. On continue avec le sachet suivant et visiblement il s'agit d'une carte graphique Nvidia. On est plus précisément sur la gamme pro d'Nvidia avec une Nvidia Quadro, la FX 1100. Celle-ci est produite par PNY et je vous avoue que je connais assez mal les cartes pro, surtout de cette période-là. J'ai donc regardé et c'est une carte qui embarque un GPU NV32B. On est donc sur un GPU légèrement modifié qui se base sur le NV32, ce qui signifie que précisément cette carte graphique est la version professionnelle en Quadro donc de la Nvidia GeForce FX 5700. Donc cette Quadro FX 1100 est une carte en AGP qui embarque 128 mégas de mémoire. J'ai pas la date de sortie exacte, mais si c'est comme la FX 5700, elle a dû sortir en toute fin 2003, voire début 2004 si elle est sortie un petit peu après. Encore une carte graphique Nvidia avec cette fois-ci une GeForce 7500 LE. Il s'agit d'une carte graphique plutôt entrée de gamme en microarchitecture Curie qui est sortie en 2006. Elle permet malgré tout de faire un petit peu de jeux vidéo, mais on était très vite limité avec cette carte graphique là. Elle embarque seulement 64 mégas de mémoire et pour 2006 c'est vraiment pas beaucoup. Allez, on continue. Il m'a mis une carte Wi-Fi Asus. C'est toujours pratique, surtout qu'elle est en PCI tout court, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On poursuit maintenant avec une carte mère. Il s'agit d'une M2N68LA. C'est une carte qui a été produite par Asus. Rien qu'à sa tête, je me doute que ça doit être une carte mère OEM pour des PC prémontés de grande marque. Il s'agit d'une carte mère en socket AM3 et en format micro ATX. Sur la carte mère, on y retrouve un processeur Athlon 2, plus précisément l'Athlon 2 220, c'est donc un dual core qui est cadencé à 2,8 GHz et il s'agit tout simplement d'un processeur entrée de gamme de l'année 2010. On continue encore une fois avec une carte mère qui a priori a un petit souci de ventilateur qui tournerait tout le temps à fond. Et déjà à travers le papier bulle, je reconnais une carte mère Gigabyte. Il s'agit plus précisément d'une Gigabyte GA-M61P S3. C'est plutôt une bonne carte mère en socket AM2 et elle peut être plutôt intéressante surtout pour tester les phénomènes de première génération. D'ailleurs sur la carte mère, on a un processeur Athlon 64x2 4400 et honnêtement ça fait pas partie des meilleurs processeurs sur le socket AM2. À ce moment-là, on avait des Athlons avec des meilleures fréquences, un plus grand nombre de cœurs avec les Athlons x4 et surtout on avait les premiers phénomènes qui venaient d'arriver. D'ailleurs il y a longtemps j'avais testé son cousin en socket 939 dans une vidéo. Avec tout ça il m'a mis quelques ventirades, notamment ce ventirade de référence d'AMD en aluminium qui est pas incroyable mais quand même sympathique. Ensuite un deuxième ventirade qui lui aussi est tout simple, tout à fait semblable à celui d'AMD. Ensuite il m'a mis un ventilateur commercialisé par Cooler Master mais qui est en réalité fabriqué par Sunon. C'est une marque qui est pas vraiment connu, pourtant il fabrique énormément de ventilateurs pour un petit peu tout le monde. C'est un petit peu le même principe que la marque FSP pour les alimentations. Et enfin il m'a mis une carte Switch visiblement pour une carte mère Asus, mais je sais pas vraiment pour quel modèle. Vraiment merci à toi Geronimo, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes dans ce que tu m'as envoyé. Déjà il y a la Nvidia Quadro, j'ai hâte de la tester, ça promet d'être intéressant, mais aussi la carte Gigabyte en socket AM2 parce que je compte prochainement faire une vidéo sur les tout premiers phénomènes et les raisons de leur échec finalement. Allez, on continue le déballage avec le deuxième colis.
On reprend avec cette fois-ci le colis de Xonet. Il m'a dit par message qu'il m'a envoyé plusieurs cartes graphiques plutôt intéressantes, vous allez voir. La première, il s'agit d'une ATI Radeon 6870. Le modèle en question est produit par HIS et je le trouve plutôt sympa. Il s'agit de cartes milieu de gamme en microarchitecture BART, hein, c'est les cartes Radeon sorties en 2010. Là où avant les déclinaisons 870 ou 850 étaient le haut de gamme de Radeon, sur cette génération-là de Radeon, c'est les 970-950 qui représentait le haut de gamme. D'ailleurs, la 6870 au niveau des performances était en réalité très proche de la 5870. Et la 6870 embarquait 1 Go de VRAM et elle avait un prix tout à fait contenu de 220 € à sa sortie. On passe à la carte graphique suivante, cette fois-ci on est du côté d'NVIDIA avec une GTX 760. Le modèle est produit par Gigabyte et elle fait partie de la grande famille des cartes rebadgées. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le rebadgeage de GPU, mais la génération des GTX 700 sont finalement quasiment toutes des GTX 600 rebadgées. Pour ce modèle là en particulier, la WindForce elle a l'air vraiment très bien refroidie, elle est extrêmement lourde et on a un ventirad qui a l'air bien foutu. Il y a donc potentiellement de l'overclocking à faire avec cette carte là, peut-être que je testerai ça en vidéo. On passe à la carte graphique suivante et on retourne du côté d'ATI avec une carte qui a été produite visiblement par Club 3D. Club 3D qui était plutôt un petit fabricant de cartes graphiques, à ma connaissance ils n'en produisent plus du tout à l'heure actuelle. Concernant le modèle, dans les messages que j'ai eu avec Xonet, il m'avait dit que c'était une HD 7970, mais visiblement d'après la référence que l'on a derrière, il s'agirait d'une 7950. Quoi qu'il en soit, il s'agit de bonnes cartes graphiques qui étaient sorties en début d'année 2012. Pour ce qui est du GPU, on est en microarchitecture Tahiti gravée en 28 nanomètres. Que ce soit l'une ou l'autre, les deux embarquent 3 Go de VRAM. En vrai, ce qui différencie la 7970 et la 7950, c'est tout simplement les fréquences qui sont légèrement plus faibles sur la 50. C'était vraiment de très bonnes cartes graphiques qui arrivaient sans souci à concurrencer les GTX 600 qui avaient plus ou moins les mêmes performances pour plus ou moins le même prix. Et de ces cartes, Xonet il m'en a envoyé deux, donc je pourrais faire un crossfire et ça promet d'être super intéressant. Allez, on continue avec la carte graphique suivante du côté d'ATI encore une fois avec une Radeon HD 4870. Les Radeon HD 4870, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne donc je vais pas tout répéter. Je vais simplement dire que c'était des très bonnes cartes graphiques de l'année 2008 qui avaient un excellent ratio performance-prix et c'est vraiment des cartes qui ont amorcé le retour en puissance des cartes graphiques ATI et AMD. Vraiment merci à toi Xonet, il y a des cartes graphiques qui sont très intéressantes qu'on va voir bientôt je pense dans mes vidéos. J'ai aussi hâte de tester le Crossfire avec les deux Radeon en Club 3D que tu m'as envoyé et la 4870 aussi, on devrait la voir bientôt dans un Crossfire. Et avec ce que tu m'as envoyé, ça m'a donné envie de tenter de l'overclocking sur la 760, donc vraiment encore une fois merci à toi. On continue le déballage avec les colis suivants. On passe maintenant à ce que m'a envoyé Ludo et on peut dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, vous allez voir. On commence par une petite carte graphique visiblement faite pour de la bureautique et si on regarde au dos, il s'agit d'une GeForce 7200 GS. J'ai pas grand chose à dire dessus, tout simplement qu'il s'agit d'une carte entrée de gamme orientée bureautique du milieu des années 2000. Ensuite, c'est un petit peu plus intéressant avec une carte qui nous vient de S3 Graphics, une Trio 3D 2X. Elle embarque 4 mégas de mémoire, hein, ça change pas mal par rapport à ce que l'on peut avoir de nos jours. Et celle-ci est produite par Sparkle. Même si elle n'en possède pas le nom, il s'agit d'une carte qui est basée sur le S3 Virge. Ce qui était pas trop mal à la base, sauf que cette carte est sortie en 97. Et la version Virge, elle, date de 95, il s'agit d'une des toutes premières cartes accélératrices 3D. Et à une période où tout va très vite, hein, dans les années 90, surtout au niveau de la 3D, ça évolue très rapidement, et bien ce modèle 3D 2X a vraiment du mal à faire face à la concurrence. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant, je trouve, ça me permet de vous parler un petit peu des cartes de S3 Graphics. On continue avec une carte graphique ATI Radeon et il m'en a mis 3 dans le colis donc je vais vous en présenter qu'une seule, ça sert à rien de me répéter. Il s'agit d'une ATI Radeon HD 2400 XT, c'est une carte que je situerai plutôt pour l'année 2007. On est clairement sur des cartes orientées bureautiques, elle embarque 256 mégas de mémoire et en 2007 c'est quand même plutôt limite. On va simplement dire qu'elles sont capables de faire ce qu'on leur demande, à savoir de la bureautique. On passe maintenant à une carte qui m'a fait découvrir quelque chose, elle nous vient de la marque Trident et je savais pas qu'ils avaient
fait des cartes accélératrices 3D. Donc celle-ci est une 3D Images 9750 et finalement je connais très peu de choses sur cette carte là, je vois juste qu'elle est en AGP. Je connaissais Trident pour les cartes 2D qui avaient d'ailleurs plutôt bonne réputation, mais je ne savais absolument pas qu'ils avaient produit des cartes accélératrices 3D, donc c'est plutôt intéressant. Si vous avez des infos sur cette carte, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. On continue avec une carte qui nous vient d'NVIDIA qui a été fabriquée par PNY. Il s'agit d'une carte en AGP et si on regarde au dos, on voit que la référence nous indique une GeForce FX 5500. On est donc sur la première génération des cartes graphiques NVIDIA sous DirectX 9 et c'est les fameuses GeForce FX 5000 qui sont si peu appréciées. Ce modèle il embarque 128 mégas de mémoire DDR et il s'agit d'une version low profile. Normalement les FX 5500 elles sont un petit peu plus grosses que ça et je pense que ça peut être intéressant de tester ces cartes justement pour essayer de comprendre pourquoi ces GeForce FX avaient une si mauvaise réputation. Ensuite on passe à deux Radeon 9200, il y en a une sur laquelle il manque le ventirad. Il s'agit de cartes plutôt entrée de gamme proposées par ATI, je crois que celles-ci elles étaient sorties en 2003. Les Radeon 9000 étaient quand même sortis un an avant les FX 5000 d'NVIDIA, en 2002 donc, mais je pense que ce modèle plutôt entrée de gamme est arrivé relativement tard, donc elle doit être contemporaine à la FX 5500 qu'on a vu juste avant. Ensuite on passe à un lot de processeurs, j'ai pas m'étalé dessus parce que sinon la vidéo va durer des heures. On commence ce lot avec un Intel Core 2 Duo 6300. Pour le suivant on continue avec les Core 2 Duo avec un E7500. On continue chez Intel avec un Pentium Dual Core E2140 qui est lui-même suivi par un Intel E2180 qui est lui-même suivi par un processeur Xeon, cette fois-ci le E5440 en socket 771 du coup. Pour le suivant on trouve un Intel E6500 et pour le suivant je vais m'attarder un petit peu plus parce qu'il s'agit d'un Pentium MMX. Et d'ailleurs je vais le nettoyer un petit peu, on y verra plus clair. Les Pentium MMX c'est finalement la deuxième génération de processeurs à porter le nom Pentium. On se situe donc au début des années 90 voire milieu des années 90. Et là c'est vraiment intéressant parce que si on regarde au dos et que l'on suit la référence, il s'agit d'un Pentium MMX 233 MHz. Et autant vous dire que 233 MHz ça paraît pas beaucoup actuellement, mais à l'époque c'est juste énorme. Je connais pas très bien la gamme des MMX, mais il se pourrait qu'on soit sur un des plus gros processeurs MMX qui a été commercialisé. N'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires, mais en tout cas ça méritait qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce processeur. On passe maintenant à quelque chose de bien plus imposant, il s'agit d'un boîtier qui nous vient de Cooler Master. D'ailleurs en réalité tous les composants que vous venez de voir ils étaient dans le boîtier. Concernant le modèle il s'agit plus précisément du Elite 330U et il me fait pas mal penser au boîtier que l'on pouvait avoir dans la deuxième moitié des années 2000, j'irais plutôt autour de 2008. Je trouve que au niveau de la qualité c'est pas le meilleur que j'ai eu dans les mains, mais il a l'air plutôt bien foutu. Il est plutôt spacieux et on peut y mettre malgré tout pas mal de ventilo pour bien refroidir notre machine. On continue avec le deuxième colis et on peut voir qu'on a une carte graphique qui ressemble beaucoup à la GTX 760 de tout à l'heure. Mais il ne s'agit pas d'une 760, il s'agit d'une GTX 780. Elle fait d'ailleurs partie des rares cartes génération GTX 700 qui n'est pas une 600 rebadgée. Généralement pour les GTX 700 c'est la foire au GPU GK104, mais cette fois-ci on est sur un GK110. On est donc sur le même GPU que la GTX Titan, c'est simplement que cette carte est amputée d'une partie des unités de calcul. Et pour ce qui est de la mémoire, cette carte elle embarque 3 Go de GDDR5. C'était vraiment une bonne carte graphique de l'année 2013. Personnellement, à ce moment-là, j'avais attendu la sortie de la 780 Ti que j'ai gardé quelques années. On continue avec le gros élément de ce colis-là et il s'agit d'un boîtier Xilinx mais qui n'est pas vide, il contient une config. On peut dire qu'à l'intérieur c'est plutôt bien protégé et j'ai eu vraiment une grosse surprise, je vous laisse plutôt ma réaction directe. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Si je réagis comme ça, c'est parce qu'il y a une excellente carte mère dans ce PC. En plus de ça, on a un très bon ventirad. Pour la carte mère, il s'agit d'une Asus ROG Rampage 2 Extreme Edition. On est peut-être sur une des meilleures cartes mères pour le socket 1366. En plus de ça, dans cette machine, il y a quand même pas mal d'autres choses intéressantes. Déjà, avec ces cartes mères, on avait plutôt une bonne carte son qui était livrée. Et en plus de ça, il a mis un très bon ventirad avec le NH-C12P. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir quel processeur se cache là-dessus, donc je le branche rapidement, on le teste. Étant donné qu'il n'y a pas de carte graphique montée dessus, je vais mettre une des deux Radeon 7000 pour vérifier de quelle référence il s'agit. Je vous mets donc CPU-Z et GPU-Z côte à côte. Pour le processeur, on peut voir qu'il s'agit d'un Xeon X5670, qui est plutôt pas mal puisqu'il s'agit d'un Seeker 12 threads qui monte à 3,33 GHz. C'est vraiment pas mal parce qu'avec Seeker, avec cette cadence-là, on n'est pas très loin du i7 980X, car c'est
ces deux processeurs partagent en réalité la même microarchitecture, même si le 980X est sous NeHalem, la microarchitecture Westmere de ce processeur-là est en réalité la même famille. Et pour ce qui est de la carte graphique, il s'agit donc bien d'une 7950. Je pense qu'il s'est fait avoir parce que ce modèle a exactement la même fréquence que la 7970. En revanche, pour le reste des caractéristiques de cette carte, on est bien sur une 7950, ça se voit notamment au niveau des unités de calcul. Quoi qu'il arrive, c'est une très bonne carte graphique et avec cette carte mère qui est compatible pour le Crossfire, ça me donne des idées. Vraiment, merci à toi Ludovic, tu m'as envoyé des trucs juste incroyables. Le MMX, il y a de grandes chances qu'on le voit prochainement dans la chaîne, j'ai déjà une carte mère compatible et je compte bien faire une petite machine très sympathique avec ça. Et pour la carte mère en socket 1366, elle tombe vraiment à pic parce que j'étais en train de préparer une vidéo où on va être basé sur le 1366 avec un très bon processeur sur ce socket là et en réalité j'avais déjà monté le PC qui était en 1366 mais avec cette carte mère de folie que tu m'as envoyé, je vais tout refaire avec cette carte mère là. Et d'ailleurs ça va donner une machine mais vraiment incroyable sur cette plateforme. C'est vraiment une vidéo que j'ai hâte de vous montrer, elle devrait arriver très prochainement. Allez, on continue les déballages avec la suite. On passe maintenant à une machine très intéressante à présenter qui m'a été envoyée par Brice. Il s'agit d'un PC Shuttle et c'est vraiment des PC très particuliers. C'est des mini PC qui sont cubiques, qui sont vraiment tout petits et c'est des machines qui étaient très populaires dans les années 2000. D'ailleurs, celui-ci, il date d'à peu près 2004 voire 2005. Il a une carte mère en socket 754 avec un processeur Athlon 3500+. Le socket 754, c'est un socket qui est un petit peu oublié de nos jours, mais c'est celui qui a fait la liaison entre le socket A et le socket 939. C'est d'ailleurs ce socket là qui a accueilli les tout premiers Athlon 64. Pour la carte graphique, à l'origine ce n'était pas cette carte graphique là, il s'agissait d'une Radeon HD 3000 en AGP. En fin de compte, je prépare une vidéo sur ce PC là depuis quelques temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas la carte graphique avec laquelle il me l'a envoyé. Et vraiment je trouve que ces PC ils sont bien foutus, regardez ça, on a un ventirad qui est fait sur mesure et qui permet d'expulser directement l'air chaud à l'extérieur. Et c'est plutôt une bonne chose parce que dans ces petits boîtiers, je pense que ça pourrait très rapidement chauffer. En tout cas, c'est vraiment une machine intéressante qu'on reverra sur la chaîne. On passe maintenant à un colis qui me vient de Jean du site PC Boost. Je vous avais déjà parlé de Conrad qui d'ailleurs lui aussi m'avait envoyé pas mal de choses. Et d'ailleurs, Jean il m'a envoyé beaucoup de choses, donc vous verrez pas toutes dans cette vidéo, j'en réserve d'autres qui vont être très intéressantes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai ouvert en fond, il s'agit d'un modem 56K. C'est différent de nos jours, mais à l'époque on avait directement un modèle intégré au PC que l'on venait brancher directement via la prise téléphonique. Je pense que ceux qui se rappellent de cette époque se rappelleront de la facturation à la minute qui coûtait horriblement cher. Pour la suite, on retrouve une très belle boîte de GeForce 2 Ti, mais il ne s'agit pas d'une GeForce 2 Ti. Regardez ça, il s'agit d'une très belle carte 3DFX. Les connaisseurs reconnaîtront la 3DFX Voodoo Rush. Il s'agit donc d'une carte accélératrice 3D, mais qui embarque aussi un chipset 2D, donc cette carte est autonome, elle fait 2D et 3D. Il s'agit donc d'une carte avec laquelle on n'a pas besoin de faire le pont à l'arrière du PC pour la relier avec une carte 2D. On a donc sur la droite le chipset de 3DFX pour l'accélération 3D. Cette Voodoo Rush d'ailleurs, c'est pas la plus appréciée des cartes Voodoo, étant donné qu'il s'agit pour la partie 3D tout simplement d'une carte Voodoo 1 qui a été amputée d'une partie de ses performances. Et quant au chipset 2D de Alliance Semiconductor, eh bien il était pas foufou non plus, ce qui fait que c'est une carte qui a été beaucoup critiquée. Il n'empêche qu'elle a quand même l'avantage de ne pas nécessiter d'acheter une carte 2D en plus de sa carte accélératrice 3D. En tout cas, elle est vraiment en très bon état, c'est vraiment une très belle carte, je suis très content de pouvoir l'ajouter à ma collection et je suis impatient de la tester. On passe maintenant à une carte mère qui nous vient d'Asus et qui est très intéressante parce qu'il s'agit d'une carte mère en socket 754. J'en avais parlé tout à l'heure pour le PC Shuttle, cette fois-ci on est sur une carte mère en format standard ATX. Je trouve que c'est vraiment un socket intéressant pour faire des machines du milieu des années 2000 parce que pour du jeu vidéo, les Athlon étaient quand même le top du top à ce moment-là. Et moi à l'époque d'ailleurs, j'avais un PC qui était sur ce socket là avec un Athlon 3800+, si je me rappelle bien. On passe maintenant encore à une carte mère en 754 mais qui est très particulière. Elle nous vient de ASRock et regardez ça, on a une connectique assez particulière au-dessus du port AGP. Et encore au-dessus, on a tout un tas de petits jumpers. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à ce que ça pourrait être.
Les 10 secondes sont passées, en réalité il s'agit d'une carte mère sur laquelle on peut brancher une carte mère. Je prends un raccourci en disant ça, mais c'est pas si loin que ça de la réalité. En vérité, on pouvait y ajouter une carte PHY qui contient un socket 939. Et cette carte PHY, il lui manque juste le chipset pour que ce soit une carte mère. On a tout, le socket et même la RAM. C'est assez bizarre et je vous avoue que je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça avec cette carte mère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez trouvé, mais je trouve ça vraiment très spécial. En tout cas, si quelqu'un a déjà testé, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires, à me dire ce que ça vaut, je suis vraiment curieux. Ensuite, il m'a mis d'autres petites choses, mais je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer deux cartes vidéo plutôt intéressantes. Une première que vous voyez à l'image, il s'agit d'une carte vidéo de Cirrus Logic. J'ai pas grand chose à dire dessus, je la connais assez mal, je pense qu'on est sur la première moitié des années 90 avec cette carte. Et ensuite, on a une deuxième carte vidéo qui nous vient de Alliance Semiconductor. On a donc une carte 2D qui, a priori, utilise le même chipset 2D que ce que l'on a sur la Voodoo Rush. Eh bien, merci à tous les deux, Brice et Jean, vous m'avez envoyé des trucs intéressants. Le PC Shuttle, j'ai vraiment envie de faire un test dessus. C'est un concept assez particulier de mini PC et vraiment ça va être très sympa à vous montrer. Et je pense que ça a rappelé pas mal de bons souvenirs à certains. Et Jean, vraiment, encore une fois, merci. Avec la carte de 3DFX, eh bien ça promet une configuration intéressante et ça me permettra bien entendu de parler de 3DFX et de leurs cartes Voodoo qui sont tellement appréciées et je pense que là aussi ça va rappeler de très bons souvenirs à beaucoup de monde. Et d'ailleurs je suis toujours à la recherche d'un programme qui me permet d'afficher le framerate sans utiliser les jeux d'instruction SSE2. Donc vraiment je fais appel à vous, ça m'aiderait beaucoup pour mes vidéos sur les PC rétro des années 90. Parce que à l'heure actuelle je ne sais pas du tout comment vous afficher le framerate et c'est quand même plus sympa pour vous proposer des tests bien faits. Donc si dans les commentaires vous en connaissez qui n'utilisent pas le SSE2, n'hésitez pas à me le partager. On continue le déballage avec quelques bricoles que j'ai acheté moi-même. En vérité j'ai acheté beaucoup d'autres choses moi-même, mais vu que ça va être les éléments principaux pour les prochaines vidéos, je veux pas vous spoil. On continue avec des choses que j'ai achetées moi-même et notamment un très bon processeur que je vous montrerai pas pour pas vous spoiler la prochaine vidéo de test. En tout cas, on commence avec ce petit carton qui contient deux souris. Ces deux souris n'ont rien d'exceptionnel, c'est des simples souris à boule comme vous pouvez trouver dans les années 90. Là où elles sont intéressantes, c'est au niveau de leur connectique. Il s'agit de souris qui fonctionnent en port série. Les ports série, pour ceux qui connaissent pas, il s'agit un petit peu de l'ancêtre de l'USB. Il s'agissait d'une connectique qui ressemble beaucoup au port VGA et sur lesquels on pouvait brancher tout un tas de périphériques. Elles vont donc me servir pour une prochaine vidéo, mais il faudra patienter un petit peu. Ensuite, deuxième colis, on n'est pas du tout sur des composants ou même des périphériques, il s'agit d'un outil. L'outil en question, il s'agit tout simplement d'une station à air chaud et quand on fait de l'électronique, c'est juste indispensable. Ça permet notamment de faire les soudures pour les petits composants qui sont en surface, par exemple les condensateurs de découplage. Et ça peut donc me permettre de sauver certaines cartes graphiques qui ne fonctionnent plus, d'autant qu'avec les stations à air chaud, on peut faire une chose qui est très intéressante, ça s'appelle le reflow. Alors je sais que le reflow, on peut le faire dans un four par exemple, mais c'est une méthode que je n'aime pas du tout. Parce que finalement, en faisant la méthode du four, il y a quand même pas mal de chances d'endommager encore plus la carte graphique. Notamment parce que ça peut faire exploser les condensateurs électrochimiques, mais surtout ça fait fondre absolument toutes les soudures sur la carte graphique, qui fait que ça peut parfois dessouder certains composants, mais avec ça, je pourrais être bien plus précis qu'avec un four et donc faire fondre uniquement les soudures BGA que l'on a sur les puces mémoire ou encore le GPU. Bref, ça va m'être très utile, surtout qu'avec le temps j'ai accumulé pas mal de cartes graphiques hors service qui pourraient peut-être être sauvées grâce à ça. D'ailleurs, si ça vous dit, je le ferai sûrement en vidéo. Voilà pour ce que j'ai acheté et j'ai vraiment hâte de tester la station air chaud, je pense qu'elle va m'être très utile. Notamment pour sauver pas mal de cartes graphiques parce que j'ai un stock assez important de cartes graphiques qui ne fonctionnent plus, notamment certaines qui font des artefacts graphiques et qui sont de la deuxième moitié des années 2000, à savoir en plein dans la période où on avait des problèmes de soudure BGA. Donc il y a pas mal de chances pour que j'en sauve quelques-unes et je vais sûrement faire ça en vidéo, ça promet d'être intéressant. Pour les souris port série, ça va me servir pour tester du matériel que Jean de PC Boost m'a envoyé. Je vous dis pas vraiment de quoi il en retourne, mais ça promet d'être très intéressant. En tout cas, pour conclure cette vidéo, je tenais encore une fois à vous remercier tous. Ça va pas mal m'aider pour créer du contenu prochainement et du contenu très intéressant. Je sais que je me répète, mais vraiment il y a des choses très particulières que j'ai hâte de vous présenter. Comme je l'ai dit
dit en début de vidéo, je vais essayer d'avancer vraiment sur les tests. En ce moment, je vais avoir un peu plus de temps à consacrer pour les vidéos, donc j'espère pouvoir vous sortir un test par semaine. Mais un test par semaine, c'est énormément de travail, donc il est possible que par moment j'ai un petit peu de retard. Surtout qu'au niveau du travail et dans ma vie personnelle actuellement, il se passe pas mal de choses. Donc j'espère réussir à tenir le rythme, mais surtout j'espère que vous répondrez présent et que ça va vous plaire. Allez, on arrive à la fin de la vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous avez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, le Discord ou encore la boîte mail. La boîte mail que vous pouvez utiliser pour participer au PC rétro des abonnés. Et je pense en sortir une prochainement, je vais essayer d'en sortir une ce mois-ci. Donc si vous avez envie de participer, c'est le moment. N'oubliez pas de mettre dans l'intitulé du mail que c'est pour participer au PC rétro des abonnés. Et essayez de me mettre le plus de photos possible et si possible avec le PC en train de fonctionner. Tout en donnant le plus d'informations possible concernant la configuration à l'intérieur du PC. Allez, on arrive à la fin. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.